Bon, l'usine du vampire, de Denis Lévy et Dimitris Panayotatos. Mais dites, qu'est-ce qu'un vampire peut bien faire à l'usine? Numéro 22, au premier étage. Eh bien, mordre les jeunes filles, comme tout bon vampire qui se respecte, ce qui est pourtant strictement interdit. À part que le vampire ici, c'est le patron de l'usine, un certain monsieur Duralac. Et les jeunes filles vampirisées, ce sont ses ouvrières. Ça, c'est de la métaphore, je ne m'y connais pas, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs. Certes, ça aurait quand même dû leur paraître bizarre aux jeunes ouvrières, ce patron qui s'appelle Duralac. Mais malheureusement, elles n'ont jamais le temps de jouer au Scrabble pour s'en rendre compte. Et puis, ça aurait quand même dû leur paraître bizarre aussi, ce patron qu'on ne voit apparaître que la nuit. Numéro 13, au premier étage. Ah, et ça aurait quand même dû leur paraître bizarre, ce patron qui les fait monter les unes après les autres dans son bureau, allez savoir pourquoi. On les avait pourtant bien mis en garde, on leur avait bien dit de ne pas accepter de travailler de nuit. C'est peut-être mieux payé, mais c'est dangereux. Oui, mais que voulez-vous, les temps sont durs, et un boulot, c'est un boulot, même si on ne sait pas trop ce qu'on y fabrique dans cette usine, même si le contremaître est désagréable, vraiment désagréable. T'es pas payé à rien foutre, bordel de merde, au boulot! Même s'il y a ce type bizarre avec ses lunettes noires. D'ailleurs, lui, il est plutôt sympathique, finalement. Section 5, speed her up, 401. Alors, quand la voix de Monsieur Duralac retentit, comme la voix du patron dans les temps modernes, Numéro 17, au premier étage. les jeunes ouvrières n'ont pas le choix. Il leur faut monter à l'étage. Et là-haut, ah, mais n'allons pas trop vite. Au milieu des années 70, le jeune Dimitris Panayotatos était venu de Grèce spécialement pour étudier le cinéma à l'université de Paris 8 Vincennes, en racontant à ses parents qu'il était parti faire du droit. C'est qu'à Vincennes, officiellement nommé le Centre universitaire expérimental de Vincennes, il y avait une grande nouveauté dans le cadre de l'université française. Un département cinéma à part entière, dont l'un des enseignants se nommait Denis Lévy. Denis et Dimitris sympathisent autour d'un intérêt commun pour le cinéma fantastique, et tous les deux, ils se lancent dans la réalisation d'un long métrage d'horreur en Super 8 sonore, avec un peu de matériel emprunté à la fac, les étudiants, les amis ou les amis d'amis pour les rôles principaux et la figuration, et un budget total de 10 000 francs, c'est-à-dire environ 1 500 €, sandwich compris. Et le résultat, c'est l'usine du vampire. Voilà un film dont il n'existe qu'une unique copie et qui n'a bénéficié que d'une seule projection publique à Paris, au studio Galande, le jeudi 5 mai 1977 à 22h, très exactement, dans le cadre d'une semaine consacrée aux films réalisés ou choisis par les étudiants en cinéma de l'université de Vincennes. Oui, le studio Galande, cette même salle du quartier latin où est projeté depuis presque 40 ans le Rocky Horror Picture Show, avec participation active de l'audience dans une salle bondée, et du reste, cette séance unique de l'usine du vampire a eu un petit côté précurseur, avec là aussi participation active de l'audience et salle bondée. Bon, d'accord, il n'y a que 83 places. Il est vrai que la majeure partie de ce qui était présenté au studio Galande cette semaine-là était davantage dans la veine des films militants habituels, plein de bonnes intentions, mais peut-être un poil bavard. Alors, un film d'horreur, ça changeait un peu. Cela n'empêchait pas Denis et Dimitris de déclarer que leur film était aussi un film militant, soulignant que, traditionnellement, le film de vampire est l'expression d'un conflit entre les valeurs aristocratiques et les valeurs bourgeoises, et ils y ont substitué le conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat, en marquant délibérément l'appartenance de classe des divers personnages. Il rappelait aussi que, dans la tradition populaire, les patrons ont souvent été considérés comme des buveurs de sang. Alors autant le concrétiser à l'image. I am Dracula. Et tant qu'à faire, en profiter pour transposer le décor traditionnel du château du vampire. Le château deviendra donc une usine. Et c'est là que régnera le buveur de sang. Il y aura certes moins de toiles d'araignée et moins de tatous, mais davantage de cravates, et davantage de produits suspects à emballer. Et puis, une usine maléfique, ce sera de surcroît une bonne allégorie de ces centrales nucléaires et de ces usines de produits chimiques pleines de cochonneries qui apportent en un premier temps la prospérité, mais ça peut se gâter. Et contaminer tout le monde, mais non, pas du tout, aucun danger puisqu'on vous le dit. Alors, en attendant, il fallait la trouver, l'usine, pour le film. Heureusement, un nommé Lars Helmstein, futur spécialiste de Mario Bava, était l'un des amis de Denis Lévy, et il joue dans le film le rôle du mystérieux jeune homme aux lunettes noires.
Et ça tombe bien, c'est le fils du vrai patron d'une vraie usine, l'usine de roulement à billes SKF à Bois-Colombes en banlieue parisienne. Au passage, Papa Elmstein avait le look parfait pour décrocher le rôle du patron vampire. Et non, ce n'est pas lui qui fera Monsieur Duralac, mais ce monsieur nommé Bernard Griot et dont on a perdu toute trace. En tout cas, Monsieur Elmstein est d'accord pour prêter son usine, c'est le principal. Ah, les locaux de SKF feront un décor parfait, qui va être investi pendant un week-end de tournage intensif, ce qui produira les séquences ressemblant le plus aux films militants traditionnels, avec ouvrières en blouse, travaillant à la chaîne et devant demander une autorisation spéciale pour la pause pipi, soumise au bon vouloir du contremaître désagréable. Tu as épicé maintenant. Le contremaître désagréable qui, la nuit, fait des heures sup au cimetière, hors convention collective. Ça aussi, c'est suspect. Le cimetière, le bunker, la chaumière, le soleil levant. Les extérieurs sont tournés sur la côte normande, dans le coin de Saint-Valery-en-Caux. On fait quelques ultimes raccords à Vincennes et il n'y a plus qu'à monter l'ensemble. Mais il n'y a plus qu'à, c'est une façon de parler, parce que le Super 8 ce n'est pas très souple, ça casse tout le temps, c'est difficile à synchroniser, et en plus il fait très très chaud, parce qu'on est en pleine canicule de 1976. Mais ouf, tout est prêt à temps pour la semaine spéciale du studio Galande. Et ce n'est peut-être pas un hasard, le film choisi par les étudiants pour être programmé juste avant l'usine du vampire, à 20h en l'occurrence, était Nicht versöhnt, non réconcilié de Jean-Marie Straub. Et si ce n'est peut-être pas un hasard, c'est que le jeu des comédiens dans l'usine du vampire a un petit côté straubien revendiqué. Bonjour monsieur, Mademoiselle, c'est bien le chemin pour Saint-Aumont? c'est les maisons que vous voyez là-bas. Prenez la route à gauche. Merci. Mais vous n'êtes pas monsieur Léger? Toujours est-il que Straub ou pas, à la fin du film, ça devait arriver, le prolétariat en a assez. Les habitants du village, les paysans, les ouvrières. Ils hésitent un peu parce que c'est tout de même l'usine qui fait vivre tout le monde, mais en même temps, c'est l'usine qui fait mourir tout le monde. Alors, allez, on y va. On utilise les grands moyens et on se débarrasse une bonne fois pour toutes du patron vampire. Comme dans les films de patrons, comme dans les films de vampires. Et voilà-t-il pas que l'université de Vincennes, qui avait pas mal d'ennemis en haut lieu, a été elle aussi victime du sort que l'on réserve en général aux vampires pour s'en débarrasser, la désintégration intégrale. Fin août 1980, pour des raisons certainement très valables aux yeux de l'administration, mais sans doute un peu moins pour les centaines d'étudiants et enseignants qui y travaillaient quotidiennement, fin août 1980, donc, le gouvernement a décidé de faire place nette à Vincennes. Et pour cela, utiliser la méthode radicale suggérée par la ministre des Universités de l'époque, Alice Saunier-Seïté. Inspirée de la méthode radicale que le docteur Van Helsing avait jadis appliquée au comte Dracula. Les bâtiments ont donc été rasés manu militari du jour au lendemain, et après 10 ans d'intense activité, avec Gilles Deleuze, Alain Badiou, Michel Foucault parmi les enseignants par exemple, la fac a été transférée à Saint-Denis. Toujours est-il que de l'université de Paris 8 Vincennes, il ne reste aujourd'hui plus rien. Et quand on dit plus rien, c'est plus rien. Même les arbres ont été déracinés et remplacés, même les chemins ont été effacés. En fait, il en reste moins de traces aujourd'hui que de Madame Saunier-Seïté qui, de son côté, a eu droit à un charmant petit square à son nom, rue Visconti, pas loin de la Seine, et qui a la particularité d'être le plus petit espace vert de Paris. Breaking news. Si, il existe au moins un vestige de la fac. On peut le découvrir vers la 114e minute du film de Claire Simon, Le bois dont les rêves sont faits, consacré au bois de Vincennes. Et ce vestige, le voilà, un vaillant petit tuyau de cuivre qui a échappé par on ne sait quel miracle au bulldozer. Et une légende locale prétend que si on arrose suffisamment ce petit tuyau, la fac repoussera. Peut-être.